Ça serait grandement apprécié. Ça, c'est comme maintenir son autonomie. Manon? Super. Donc, je vais continuer. Hein? C'est avec vraiment beaucoup de fierté que ces gens-là vont embarquer sur scène et que je vous les présente. Donc, j'inviterai Mme Nancy Pelletier, éducatrice spécialisée de formation. Elle a travaillé pendant 28 ans comme conseillère en milieu de vie. Elle est formatrice SCPD et de l'approche relationnelle de soins. De Opus AP aussi. Elle travaille beaucoup en collaboration avec les équipes de soins afin de développer et maintenir un milieu de vie de qualité pour les résidents et leurs familles. En mai 2018, elle a terminé son baccalauréat multidisciplinaire composé de cours de gérontologie, d'animation et de psychologie et de management. Elle vient tout juste d'être nommée gestionnaire du CHSLD Haine-à-l'Abri à sa place. Elle a toujours eu à cœur le bien-être des résidents et de leurs proches, et la nouvelle philosophie de l'hébergement est pour elle une priorité. Madame Nancy Pelletier. Monsieur Dimitri Mavunza, travailleur social depuis 2019. Il a fait ses premiers pas dans l'accompagnement des personnes aînées dans le secteur du maintien à domicile. Il a poursuivi son développement en s'installant sur la Côte-Nord, dans le secteur de l'hébergement en CHSLD à Havre-Saint-Pierre, puis aujourd'hui à Bécomo. Cela lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la transition des personnes aînées et de leur foyer au milieu institutionnel, en passant par l'accompagnement des résidents vers la fin de vie. Monsieur Dimitri Mavunza. Maintenant, une grande perte pour la Côte-Nord, Mme Judith Veillette, diplômée en intervention en loisirs. Elle a commencé sa carrière dans le domaine de l'événementiel. Passionnée par le métier, curieuse et ambitieuse, elle carbure aux nouveaux défis. Elle a poursuivi son parcours en CHSLD au Havre-Saint-Pierre, où elle a mis en place une programmation innovante. De retour à Montréal, grande perte pour le Havre. De retour à Montréal, elle travaille maintenant comme coordonnatrice des communications dans un organisme communautaire destiné aux familles. Mesdames et messieurs, Judith Veillette. Et pour terminer, Mme Gabrielle Richard, elle agit à titre de relais régional pour la Fondation Sony depuis 2022, où elle est notamment responsable de recruter des jeunes dans les écoles qui créeront des liens avec les personnes aînées. Elle donne aussi des ateliers de sensibilisation sur la réalité des aînés et encadre des établissements dans des projets de lutte contre l'agisme et l'isolement des aînés, surtout en CHSLD. Mme Richard détient une technique en gestion et en intervention en loisirs. Durant ses études, elle œuvrait l'été au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec comme animatrice de loisirs. Durant ces étés, elle a accompagné des jeunes bénévoles de la Fondation Sony. Mesdames et messieurs, Mme Gabrielle Richard. Bonjour à tous. Avant de me présenter, je me suis dit que j'allais commencer par une introduction que j'ai intitulée « Introduction choc ». Bon, vu de même, ça a l'air un peu excessif comme mon introduction, mais je me suis dit qu'avec une introduction pareille, peut-être que vous aurez de quoi tenir d'ici le dîner, ok? Mon introduction choc prend appui d'une réalité que j'ai vécue dans un CHSLD. Je vous dirai pas lequel, là, on va garder ça anonyme pour éviter les représailles, ne sait-on jamais. Donc, on est lundi matin, je sors d'une intervention avec un résident. Je vais sur mon ordinateur, je tape ma note d'intervention, j'imprime ma note d'intervention, je me dirige tout droit dans le poste des infirmiers pour récupérer le cartable du résident en question. Là, je commence à feuilleter le cartable du résident jusqu'à trouver l'onglet qui me concerne. Donc, je feuillete, je feuillete, je feuillete.
Et là, il y a Chantal, on va l'appeler Chantal, ok? Donc là, il y a Chantal et je dis, Chantal, l'onglet psychosocial. Puis là, Chantal, elle me regarde, là, les yeux, le regard vide, là, il se passait rien, là. Donc là, je lui répète, l'onglet psychosocial dans le cartable du résident. Chantal ne savait pas de quoi je parlais. Donc ce que je me suis dit, c'est, si Chantal ne sait pas de quoi je parle, si l'onglet psychosocial n'est pas présent dans le cartable du résident, quelle place on lui donne dans nos milieux de vie? Très peu. Donc là, c'est à se demander comment faire valoir l'aspect psychosocial dans la vie de nos résidents, dans le système, dans nos milieux de vie. C'est ce que nous allons voir à l'issue de cette présentation. Donc, je m'appelle Dimitri Mavunza, je suis travailleur social au CHSLD de Bécomo. Avant d'arriver à Bécomo, j'étais dans le maintien à domicile quelques années avant. Et ce qu'on faisait, donc, c'était mettre des outils en place pour maintenir les personnes le plus longtemps possible à domicile. Puis, quand ça ne marchait plus, il fallait penser à l'étape suivante. Puis là, c'était un moment qui était pas mal similaire à chaque fois. Dans le regard des gens, là, je pense aux futures personnes qui allaient être hébergées, je pense aux proches. Dès qu'on parlait de CHSLD, ça semblait terrifiant pour ces gens-là. On aurait dit que le CHSLD, c'était le dernier endroit sur Terre où il fallait se rendre. Mais moi, je venais d'arriver, ok? Je venais d'arriver au Québec. Je savais pas trop c'était quoi les CHSLD. Donc moi, ça m'a comme allumé. Je me suis dit, bon, je vais voir c'est quoi qui se passe dans les CHSLD. Qu'est-ce qui fait que les gens ont aussi peur d'aller en CHSLD? C'est comme ça que je me suis retrouvé sur cette scène aujourd'hui. Et donc, en parlant de ça, donc, je vous le disais, les gens, ils quittent chez eux, ils arrivent en CHSLD. Et là m'est venue une question. Et je vais vous la poser, la question. Le fait qu'une personne quitte son domicile pour s'en venir en CHSLD, selon vous, cela représente-t-il un début de processus pour la vie de cette personne-là? Une continuité de processus dans la vie de cette personne-là? Ou une fin de processus dans la vie de cette personne-là? En fait, chacun pourrait avoir son opinion sur la question. Certaines personnes auraient tendance à dire « Ah, les CHSLD, c'est pour mourir ». C'est pas totalement faux. On le sait qu'à un moment donné, ça va arriver vers là. Mais on comprend aussi très bien que pour cette personne-là, ça représente une fin de processus. Avec l'aspect psychosocial, on ne pourrait pas isoler une partie de la réponse. On ne pourrait pas se dire c'est juste un début, c'est juste une continuité, c'est juste une fin. L'aspect psychosocial, là, ce que ça va permettre, c'est l'ensemble au complet. Ça va être un début, une continuité, une fin de processus simultanément. Et ça, mesdames et messieurs, ça va être le squelette de notre présentation aujourd'hui. On va y aller avec le début de processus. Comme disait Annick tantôt, le début de processus, ça représente une grande phase de deuil. Une phase de deuil à la fois pour la future personne qui va être hébergée. Là, je pense à cette personne-là qui, elle, a eu l'habitude d'avoir ses habitudes de vie. Elle avait ses souvenirs dans sa maison. Elle avait le temps qu'elle passait avec son conjoint ou sa conjointe. Puis là, ça va passer à un autre stade où là, elle va se retrouver dans un nouvel environnement avec des gens qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais côtoyé. Ça se trouve, elle va avoir une coloc de chambre, elle n'a jamais eu ça dans sa vie. C'est un processus qui est nouveau, puis ça peut être très perturbant. Là, on parle pour la future personne hébergée. Mais pour les proches aussi, c'est quelque chose qui est très pertinent dans la vie, d'associer à un deuil, parce que je pense notamment au conjoint ou à la conjointe qui se voit forcée d'admettre la personne qu'elle aime dans un CHSLD parce qu'elle est épuisée, elle est plus capable de subvenir, puis à l'arrière de ça, il y a des regrets, il y a de la culpabilité. C'est des notions qui sont vraiment très fortes, puis qui peut créer de l'insécurité à la fois pour la future personne hébergée, mais également pour le proche. L'aspect psychosocial va être important dans cette phase-là parce que ça va nous permettre de prendre en compte toute cette insécurité-là et faire en sorte qu'il y ait une transition qui se fasse le plus en douceur possible de l'ancien milieu jusqu'au nouveau milieu de vie. Et pour ça, on a pensé à différentes choses. Là, il y a quelque chose qu'on a commencé à mettre en pratique, qu'on ne le faisait pas avant, puis que Annick a parlé tantôt. C'est comment sécuriser davantage la personne. Moi, je vous le dis là, quand quelqu'un va être admis dans mon CHSLD, je reçois son dossier sur lequel j'ai quelques informations sur cette personne-là, mais sans plus, ok? Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on irait peut-être directement dans le milieu de la personne. Au lieu d'attendre que la personne arrive à nous pour se présenter, on irait directement vers cette personne-là, donc dans son milieu de vie. Pour exemple, on a une madame là qu'on a accueillie il y a peut-être 3 semaines de cela. Cette madame-là, j'avais des informations sur elle, mais sans plus.
Puis le fait d'arriver dans ce nouvel environnement-là, je me suis dit, OK, quels sont les indices que je vais pouvoir récolter pour divulguer à mon équipe, pour faire en sorte que cette personne-là, elle ait des choses communes qui la sécurisent. J'arrive à l'hôpital parce que la madame elle est en attente pour un CHSLD depuis l'hôpital. Et là, je vais dans sa chambre. J'ai pas beaucoup d'indices là de ce qu'elle aime et tout ça là, parce qu'on est dans un hôpital avec 4 personnes. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que quand elle s'est assise et quand je me suis assis en face d'elle, une préposée est arrivée et lui a dit « Madame Untel, voici votre thé noir, sans lait, sans sucre. » Moi, je me suis dit « Ah, c'est fun ça. Je vais dire ça à mon équipe. » Là, je la vois, la madame, là, elle sirote son thé sans lait, sans sucre. Puis là, elle me fait « Ah, c'est bon. » Chaque goutte là, de son thé, là, c'était la même phrase qu'elle sortait à chaque fois. Donc, en arrivant vers l'équipe, je me suis dit « Bon, ben, gang, quand elle va arriver, là, vous loadez le thé noir, sans lait, sans sucre. » Exactement ce qu'on va faire. La madame s'en est arrivée. Puis là, exactement, on leur a mis du thé noir, sans lait, sans sucre. Puis encore une fois, le même refrain qu'elle nous sortait, « c'est bon ». Puis juste cette information-là, c'était essentiel parce que premièrement, cette madame-là, elle retrouve quelque chose de chaleureux, quelque chose qu'elle aime, qu'elle apprécie beaucoup. C'est des gens de l'externe qui lui ramènent quelque chose qu'elle apprécie. Donc là aussi, ça peut sécuriser, ça peut commencer à créer des nouvelles conversations à partir de la personne qui lui ramène juste son thé noir. Donc c'est des indices qu'on a en allant directement chez la personne, ce qu'on ne faisait pas avant. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais c'est entre autres. Pour les proches, il y a aussi beaucoup de méconnaissance au niveau de la maladie. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'Alzheimer. On ne sait pas vraiment comment faire. Ça peut être difficile pour ces personnes-là aussi. Quelque chose qu'on a commencé aussi à mettre en place, c'est les outiller davantage, à travers des formations sur comment sensibiliser, c'est quoi les différentes facettes de l'Alzheimer, comment intervenir avec ces personnes-là, de façon à leur donner les clés nécessaires pour accompagner leurs proches tout le long en fait, du processus dans leur nouveau milieu de vie. Donc, vous l'aurez compris, la première étape, c'est ça, c'est le deuil, puis comment sécuriser la personne pour favoriser sa transition et faire en sorte qu'elle s'intègre le plus en douceur possible. La continuité de processus. Là, sûrement qu'on va m'envoyer des roches. Je vais dire quelque chose là, mais de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'ai fait plusieurs CHSLD. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les CHSLD sont beaucoup à l'image de l'OCCI. L'OCCI, c'est un outil qui permet d'évaluer le niveau d'autonomie des personnes en perte d'autonomie dans la vie quotidienne, dans les activités de la vie quotidienne. Ça veut dire à quel point elle est autonome pour se laver, pour se nourrir, pour s'habiller, etc., etc. Donc c'est vraiment une approche basée sur ce que la personne est capable de faire ou pas capable de faire. Donc ça se rapproche beaucoup des besoins physiologiques de la personne, et donc une approche vraiment basée sur le soin, ce qui n'est pas mauvais, c'est ce qu'on veut, on veut que la personne soit en sécurité. Mais avec l'approche psychosociale, on veut aller au-delà de ça. On veut pouvoir mettre en place des objectifs pour faire en sorte que cette personne-là puisse avoir une qualité de vie qui ressemble vraiment à qui elle est, son histoire, et faire en sorte qu'elle puisse avoir une bonne continuité de vie au sein du CHSLD. L'inactivité fait peur à l'être humain. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fait d'être inactif, le fait de sentir inexister, de ne plus avoir de pouvoir sur sa propre vie, il y a beaucoup de questions de pouvoir dans cette question-là. Donc quand les personnes arrivent en CHSLD, puis c'est ça que je me suis rendu compte, pourquoi est-ce que les personnes avaient tant peur de venir en CHSLD, c'est parce qu'en arrivant en CHSLD, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils vont être dans un milieu où ils vont être des assistés. Donc à ce moment-là, ça revient à se demander comment changer cette conception-là. Comment redonner à ces personnes-là le pouvoir qu'elles méritent. Donc ça va se faire à travers l'apprentissage de l'histoire de vie de la personne. En connaissant son passé, ses intérêts, ses peurs, ses goûts, et composer avec tout ça pour permettre à la personne de s'intégrer dans son nouveau milieu de vie de la façon la plus aisée possible. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans un CHSLD. Monsieur Henri, une histoire de prothèse dentaire. Là aussi, ça a l'air d'être un titre vraiment...
Choc, c'est ça. Par où commencer? Là, ça va beaucoup mettre en perspective le niveau de soins versus le psychosocial. On n'est pas dans une guerre pour dire que le psychosocial est mieux que le soin. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment comment trouver un équilibre entre les deux pour travailler ensemble. Mon résident, on va l'appeler Monsieur Henri. Paix à son âme, il n'est plus avec nous aujourd'hui, mais c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'affection. Monsieur Henri, il est dysphagique. Okay? Il est dysphagique, il se déplace difficilement avec une marchette. Il peut faire des petits pas, mais pas trop longs parce que ses jambes finissent par flancher. Un jour, je suis appelé par l'équipe des infirmiers pour me dire que Monsieur Henri refuse de suivre la restriction alimentaire qui lui a été imposée. Moi, j'arrive dans la chambre de Monsieur Henri, puis là, je demande à Monsieur Henri, Monsieur Henri, qu'est-ce qui se passe? Lui, il me dit, je suis tanné. Je suis tanné parce que je veux avoir la liberté de manger ce que je veux. Puis là, tout le monde me dit, oui, je vais m'étouffer, mais est-ce que j'ai encore le droit de pouvoir manger ce que je veux, même si c'est la seule chose qui me reste? Ça, c'est ce qu'il me dit. Moi, j'entends ce qu'il me dit. Donc là, je lui dis, ben écoutez, ça peut se faire, vous allez signer un refus de traitement, mais soyez conscient des risques qui risquent d'arriver. Puis au fur et à mesure qu'on discute, là, on finit par se dire, mais peut-être qu'une prothèse dentaire, ça pourrait peut-être diminuer les risques d'étouffement. Il en avait déjà pour supérieur, mais l'inférieur, ça tenait pas. Sûrement parce que ça faisait longtemps qu'il les avait, mais ça tenait pas vraiment comme il faut. Donc, on fait des démarches avec Monsieur Henri pour lui trouver des prothèses dentaires. Sauf que les prothèses dentaires se trouvent à 2h30 de route, OK? Puis là, l'équipe infirmière me dit, bah, Dimitri, la problématique avec ça, c'est que pour s'en aller à 2h30 et revenir 2h30, c'est plus de 5 heures, puis monsieur, il ne peut pas rester assis longtemps sur une chaise parce que son tronc n'est pas suffisamment travaillé. Je dis, OK, et comme exemple, elle me dit, ce que je peux te donner comme exemple, c'est que dès qu'il finit de manger, il demande tout de suite qu'on le rallonge dans son lit parce qu'il ne peut pas supporter la douleur. Donc je vais voir Monsieur Henri, puis là je lui demande, Monsieur Henri, pour quelle raison est-ce que vous demandez à ce qu'on vous dépose dans votre lit à chaque fin de repas? Puis là, ce qu'il me dit, c'est moi, je suis tanné, je suis avec des gens avec qui j'ai aucun intérêt, puis jamais il me parle de douleur, quoi que ce soit. Donc là, je me dis, ah, bon. Je me rappelle que M. Henri, pour signer son refus de traitement, il tremblait beaucoup des mains, OK? Il avait un problème au niveau des mains. Puis là, je lui dis, M. Henri, on va faire quelque chose. On va se voir, on va se faire quelques séances, je vais vous asseoir sur votre fauteuil roulant, puis on va vous entraîner à travailler votre motricité. Il m'a dit, OK, pas de problème. Moi, ça me permettait de voir si M. Henri allait me nommer qu'il a de la douleur. Là, on reste 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 1h30. Là, il fallait que je mette fin parce que j'avais d'autres résidents. Mais 1h30, puis là, je vois qu'il ne se plaint jamais de douleur. On répète plusieurs fois la séance, puis là, encore une fois, je vois qu'il ne me parle pas de douleur. Donc là, je vais voir l'équipe infirmière, puis je leur dis, ben apparemment, ça a l'air d'être correct, ils ne me donnent pas de douleur, puis quoi que ce soit. Puis là, les infirmiers, ce qu'ils me disent, c'est, OK, mais ça a tes risques, là, parce que nous, on te le dit, sa santé, ça va pas, là. Si tu t'en vas avec lui, puis il se passe quelque chose... Donc moi, je me sentais vraiment très mal vis-à-vis de ça. Je savais pas comment dealer avec ça non plus. Puis là, j'avais une gestionnaire qui est axée psychosociale, et à qui j'ai parlé, puis Annick Leclerc. Puis là, je lui dis, Annick, je fais quoi? Puis là, elle me dit, bah, si ce monsieur-là, il veut y aller, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Au pire des cas, si ça marche mal, ben, on fera demi-tour. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, on va le faire. Finalement, on y allait. Il allait à ses 3 rendez-vous. Il a fini par voir ses prothèses dentaires, qui collaient toujours pas. mais la chute dans l'histoire, c'est qu'on y allait avec le besoin du résident. Le résident a pu nommer quelque chose, il avait cette capacité de pouvoir nommer son besoin, de nommer qu'il avait des volontés, puis quelque part, la qualité de vie, ça va aussi avec ça. Ça va aussi avec la volonté du résident, puis tant qu'il peut l'exprimer, ben jusqu'où on peut l'accompagner. Que juste de dire, ben c'est pas possible. C'est ça qui me fâche un peu, c'est de me dire que c'est juste pas possible. Mais dans ce cas, comment qu'on peut faire pour essayer de répondre à ce qu'il veut, pour lui donner la meilleure qualité de vie? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est du pouvoir qu'on lui donne quand il est ici et qu'il a cette décision-là. Donc, tout ça pour vous dire que l'aspect psychosocial, c'est aussi très important pour justement pouvoir maintenir la personne le plus longtemps possible. Puis une fois qu'elle est dans son milieu, ben, continuer de faire en sorte qu'elle ait du pouvoir pour qu'elle puisse se sentir chez elle, puis cheminer le long du processus.
Donc pour la suite, je vais donner la parole à mes collègues des loisirs qui vous donnera l'impact des loisirs pour les personnes en hébergement. Dimitri? Tu vas les changer. 45. Tu peux le faire. C'est très bien. Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par vous demander qu'est-ce que vous avez prévu, vous, ce soir ou demain soir, votre prochaine journée de congé, le prochain week-end. Peut-être que vous avez prévu une activité de détente, lire un livre, peut-être une activité sportive, peut-être même une sortie en famille, peut-être. Donc, tout ça, là, ce sont des activités de loisirs quand on y pense. C'est des activités qu'on pratique toute notre vie. Quand on est jeune, on le voit, on est dans une cour d'école, on se fait des amis, on développe nos capacités sociales, on fait des jeux, on imagine des choses. Donc, tout ça, c'est des activités de loisirs. Puis quand on devient adulte, on continue quand même de pratiquer notre loisir, sauf qu'il va être différent. Bien entendu, on va penser peut-être, on va se mettre dans une ligue de garage, on va jouer au hockey, on va faire des tournois de golf. Donc, tout ça, c'est des activités qu'on pratique. Nous, on s'en rend plus compte que c'est du loisir parce qu'on se le crée toute seule. Hein? On va nous-mêmes se créer du loisir. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas important. Il est d'autant plus important. Donc, après l'avoir pratiqué comme ça toute notre vie, est-ce que c'est important qu'il soit au CHSLD, le loisir? Est-ce que c'est important de continuer de le pratiquer? La réponse est oui. Donc, on va voir tous les bienfaits là, du loisir pendant la présentation. Juste avant d'aller plus loin, on va setter les bases. On va commencer avec une courte définition du loisir. Le temps libre est le temps dont dispose une personne après s'être acquittée de ses obligations personnelles, familiales, sociales et civiques. Les activités réfèrent à la participation active d'une personne à l'une ou l'autre forme de loisir. Quant à la liberté de choix, c'est la possibilité qu'a une personne de pratiquer des activités qui lui plaisent et qui répondent à ses besoins de détente, de repos, de divertissement, de développement selon ses goûts, habiletés, aspirations et ambitions. Il y a beaucoup de mots-clés là-dedans, liberté de choix, besoin de détente, selon nos goûts, habiletés, temps libre. On s'entend qu'en CHSLD, on en a pas mal du temps libre. Donc, ça set un peu les bases. Il ne faut pas aussi oublier que le loisir, c'est un droit qui est reconnu universellement dans la Déclaration des droits de l'homme adoptée par les Nations unies. Donc, je vous cite, « Toute personne a droit au repos et au loisir. » Donc, c'est donc à nous, on a donc le devoir de donner l'opportunité aux résidents et aux résidentes qui sont dans nos CHSLD de pratiquer le loisir. Il faut aussi surtout pas oublier que c'est pas une activité obligatoire, le loisir. Ça doit venir de nous. Ça doit être sur une base volontaire afin que aussi les aînés éprouvent du plaisir puis qu'ils maintiennent leur participation. Le Wiki-loisir, il y a beaucoup de bienfaits. Je vais vous en énumérer quelques-uns et vous donner des exemples, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je suis partie d'un document qui avait beaucoup trop de pages, là, donc je vais vous résumer ça aujourd'hui, mais c'est sûr que probablement qu'en nommant tout ça, ça va vous donner encore plus d'idées des bienfaits. Puis il ne faut pas oublier aussi que tout ce que je nomme à l'instant, c'est applicable aussi à vous dans votre pratique de loisirs. C'est applicable à la pratique des loisirs de vos enfants et de vos parents et des résidents qui sont en CHSLD. Donc, on commence avec la mémoire affective, les souvenirs. Ça, c'est vraiment plus spécifique peut-être à nos aînés. Le loisir peut nous aider, en fait, à connecter avec le passé, à revivre des moments qui sont heureux, se rappeler de nos capacités, de nos talents, de ce qu'on est capable d'accomplir et de ce qu'on a déjà accompli aussi dans notre vie. Pour ce qui est des bienfaits qui sont physiques, on le sait tous, l'activité physique, c'est bon pour la santé, c'est bon pour maintenir ou augmenter la masse musculaire, la flexibilité, l'endurance, c'est bon pour la qualité du sommeil. Une bonne nuit de sommeil après avoir fait du sport toute la journée, il n'y a rien de mieux que ça, puis c'est applicable aussi pour nos aînés. Ça nous aide aussi à relaxer. Puis, on parlait du risque de chute plus tôt. Annick, c'est son grosse affaire, le risque de chute. Bien, en fait, de pratiquer de l'activité physique, c'est un bon moyen de venir réduire ça. Pour ce qui est du cognitif, ça permet une augmentation de la concentration, le fait de tout le temps exercer notre cerveau. Ça le garde en forme, donc une meilleure concentration, une diminution de la confusion, une augmentation de l'orientation dans la réalité. Ça nous permet de rester grounded dans le présent. Pour le sentiment d'accomplissement, ça nous donne une meilleure perception de soi, une meilleure qualité de vie.
Ça nous permet aussi de garder des bonnes relations sociales avec les autres, autant au sein du CHSLD, autant avec les employés, mais aussi avec nos proches. Puis pour ce qui est du psychosocial, on peut remarquer une diminution de la dépression, de l'anxiété, du niveau de stress général, une augmentation du contrôle personnel, de l'estime de soi et du sentiment d'accomplissement. Donc, il y a plusieurs types de loisirs, puis c'est ça qui est intéressant, c'est de bien pouvoir tous les exploiter parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous des rôles et tâches différentes. Celui qu'on est le plus habitué de voir, c'est l'animation des temps. Donc, ça, c'est entre deux temps. Donc, le classique activité d'après-midi, donc entre le dîner et le souper, c'est quelque chose que vous connaissez probablement tous et c'est l'activité qu'on est habitué de voir le plus souvent. Mais il y a plein d'autres temps comme ça qu'on peut exploiter. On peut penser aussi le après-souper, entre le souper et le coucher. C'est un temps aussi qui peut être utilisé pour faire du loisir. Il ne faut pas penser qu'il y a juste l'après-midi. On peut aussi penser au matin s'il y a un résident qui se lève, qui est très matinal, qui se lève à 4 heures tous les matins, mais ça se peut qu'il trouve le temps long avant de déjeuner puis avant que sa journée starte. Donc, d'utiliser ce temps-là pour faire du loisir, c'est tout le temps bienvenu. Même chose, on pourrait pousser ça à l'extrême puis aller de nuit, là, mais on n'ira pas là-dedans. Mais ça pourrait être aussi un temps qu'on pourrait utiliser là, pour faire une activité de loisir. Ensuite, il y a les activités d'animation sociale. C'est une activité qui ne demande pas beaucoup de préparation, dans le sens où est-ce que c'est seulement de mettre plusieurs résidents en contact les uns avec les autres. Prenons l'exemple d'une dame qui partage sa chambre avec quelqu'un qui n'est pas lucide du tout, puis cette dame-là, elle est allumée, elle a de la jasette, puis elle a envie de parler de plein d'affaires. Bien, c'est plate pour elle de ne pas pouvoir jaser de tout ça avec son coloc de chambre. Donc, de pouvoir mettre peut-être en contact avec une autre madame d'un autre étage ou un autre monsieur d'un autre étage, puis de les réunir, puis de simplement les laisser discuter, ça peut être une belle activité, puis ça va être très aidant pour eux aussi d'avoir des belles relations sociales. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin d'être là puis de dire, bon, on va faire ça comme ça, voici le déroulement de l'activité. Hein? On fait juste mettre les personnes un à côté de l'autre. On peut leur donner un petit coup de pouce en lançant des sujets de conversation, des choses comme ça, mais on les laisse vraiment discuter puis ils vont venir créer eux-mêmes leur loisir, comme on parlait un peu au début. Là, ça va être de leur propre initiative, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va rebondir, sur quel sujet on va aller. Donc, c'est pour l'animation des relations sociales. Il y a aussi l'animation de l'espace. Donc, on a un bel exemple de Madame Nathalie. Il est pas ici. Nathalie Lévesque. Ah, Nathalie Lévesque, qui est juste à l'extérieur, elle a une belle table justement de plein d'objets sensoriels, des jeux, des choses comme ça qu'on peut faire. Dans le fond, l'animation de l'espace, c'est de ne pas diriger l'activité. C'est de simplement la rendre accessible. Donc, on peut penser justement à mettre des casse-têtes, des objets sensoriels, des pièces sensorielles aussi. Donc, le résident va lui-même aller vers le casse-tête ou vers le jeu de société pour le jeu de cartes, exemple, pour se faire du loisir, etc. Donc, c'est vraiment de rendre l'espace, on en parle beaucoup, là, que l'espace est important, mais pour le loisir également, là, de le rendre accessible en tout temps pour que les gens puissent à leur guise venir chercher leur animation. Il ne faut surtout pas oublier aussi qu'on peut faire des activités en groupe, mais aussi en individuel. Les deux sont autant importants l'un que l'autre, puis ça répond à des besoins qui sont très différents. On le sait, ici, dans la salle, il y a des gens qui sont plus introvertis, il y a des gens qui aiment faire beaucoup d'activités de groupe, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des temps seuls. C'est la même chose dans le CHSLD. Il y en a qui ont besoin d'être tout le temps stimulés, puis d'être en groupe, de faire des trucs qui sont vraiment actifs. Puis il y en a d'autres qui aiment ça être plus tranquille, avoir un lien privilégié avec une personne, puis faire une activité individuelle. Donc, il ne faut pas négliger ni l'un ni l'autre. Donc là, on parle de loisirs, comment c'est le fun, comment c'est important, mais on va voir comment le mettre en place. Donc, la première chose qui est très importante quand on va faire du loisir, c'est d'identifier les besoins de la clientèle. Donc, notre activité, elle va souvent répondre à un besoin. Est-ce que c'est justement un besoin social? Est-ce que c'est un besoin d'activité physique? Donc, pour bien identifier ce besoin-là, on peut commencer par aller regarder l'histoire de vie, puis on a un bel exemple là, juste ici.
cette dame-là, tout le monde la regarde, peut continuer de la regarder. C'est très beau, c'est très touchant. Donc, c'est une vidéo d'une ancienne ballerine, en fait, puis on lui met dans le casque d'écoute la chanson du Lac des Cygnes, qui était, dans le fond, elle était première ballerine là, sur ce ballet-là. Donc, en l'écoutant, non seulement elle va se souvenir des mouvements, mais la mémoire affective va refaire surface, puis on va voir ses mimiques aussi, son visage, la fierté qu'elle va ressentir, la joie, le bonheur là, qu'elle va vivre en écoutant cette musique-là. Donc, c'est pas simplement elle va se rappeler des mouvements, c'est elle va se ressentir, elle va revivre un petit peu là, ces moments, parce que comme on voit, c'est elle là, en ballerine. Donc, c'est pour ça que c'est important de se fier à l'histoire de vie puis de la consulter. Parce que c'est pas juste la musique qui a déclenché ça. On y aurait mis du country dans les oreilles. Je pense pas qu'on aurait eu la même réaction. Hein? Donc, c'est en sachant son histoire de vie, en sachant que c'était une ballerine, en sachant que c'est cette chanson-là qu'il fallait mettre, c'est comme ça qu'on a pu déclencher là, cette réaction-là de cette résidente. Je vais continuer, même si la vidéo... Ah, parfait. Donc, il faut aussi être conscient des limitations physiques et cognitives des résidents là, quand on pense à des activités, parce que c'est la réalité quand même. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est comme quoi on a évalué, là, c'est quoi qu'on veut répondre comme besoin. Bien, c'est de faire un brainstorm ou en français, une tempête d'idées. Donc là, c'est de nommer toutes les activités, les moyens qu'on pourrait prendre pour répondre à ce besoin-là. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. On enlève notre filtre puis on dit tout ce qu'on a à dire. Si un marathon, ça semble être une bonne idée, on la sort, cette idée-là. On va faire le tri par après, mais il ne faut pas se limiter. Donc, un brainstorm très important. On lance toutes nos idées. Puis ensuite, c'est d'évaluer nos 3 ressources. Donc, on va commencer aux ressources financières, matérielles et humaines. Donc, les ressources matérielles. On va prendre un exemple d'une sortie au restaurant, par exemple. On veut amener des résidents au restaurant. Les ressources matérielles qu'on peut avoir besoin, il y en a plusieurs. Il faut penser à tout quand on planifie une activité. Donc, ça peut être aussi simple que de dire... Quand je vais arriver au restaurant, est-ce que je vais avoir de la place pour un fauteuil entre 2 tables ou je vais être coincée, il va falloir que je dérange tout le monde? Donc, de penser, est-ce qu'il va y avoir de la place? Est-ce qu'il va y avoir une rampe d'accès aussi? Est-ce que les fauteuils roulants sont accessibles pour aller à ce restaurant-là? Tu sais, pour ne pas arriver, puis c'est au 2e, pas d'escalier, pas d'ascenseur. Je veux dire, juste un escalier, pas d'ascenseur, pas rien. Donc, c'est de vraiment être conscient de toutes ces petites choses-là. Est-ce qu'on a besoin aussi d'avoir des ustensiles d'ergothérapie, par exemple, pour l'amener au restaurant? Si oui, est-ce que c'est disponible? Est-ce qu'on peut l'emprunter pour l'activité? Donc, c'est toutes ces ressources-là matérielles auxquelles il faut penser. On peut penser aussi aux ressources humaines. Ça, c'est très, très important, puis c'est vraiment clé, en fait, dans l'activité. C'est penser à tous les gens qui vont être concernés dans le processus de l'activité. Puis quand je dis tous les gens qui vont être concernés, c'est tous les gens qui vont être concernés. Donc, si on prend encore l'exemple du restaurant, le résident, si on part à 11 heures, il faut qu'il soit changé, il faut que son bain soit pris, il faut que sa médication soit prise aussi. Donc, c'est d'informer les gens aussi sur les étages qu'on va faire une activité, puis qu'ils soient informés de l'heure à laquelle on part et des exigences qu'on a à ce niveau-là. On va peut-être aussi appeler le restaurant d'avance pour réserver, informer qu'on va être un groupe, qu'on a besoin peut-être justement de plus d'espace, d'être peut-être un peu à l'écart là, pour le repas au restaurant. Donc, toutes les ressources humaines qu'on voit, est-ce qu'il va falloir informer notre gestionnaire? Est-ce qu'il va falloir réserver un autobus ou un transport adapté? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération. Les ressources financières, normalement, c'est pas un gros enjeu, mais il faut s'assurer aussi là, d'être capable d'avoir les ressources financières pour mettre à bien notre activité. Il ne faut pas oublier aussi, là, dans les étapes d'implantation, que c'est bien beau mettre une activité en place, mais il faut passer le mot. Il faut passer le mot famille, il faut passer le mot résident, il faut passer le mot aux équipes. Puis pour ça, bien, il y a plusieurs façons de faire, en fait, là, pour communiquer le calendrier d'activité. Là, on voit là, à l'écran le calendrier qui avait été mis en place là, à Havre-Saint-Pierre. C'est le calendrier qui est affiché dans les corridors, dans le fond. Fait qu'on voit qu'il y a des pictogrammes d'une grande taille, comme ça, les résidents qui voient moins bien peuvent comprendre quelle activité a lieu aujourd'hui. Il y a des mots, il y a des heures qui donnent un peu plus d'informations. Il y a la petite étoile dans le coin là, qui n'avait pas été placée, mais que j'avais mis en place là, pour qu'on puisse la changer à chaque jour pour aider les résidents à se repérer dans le temps. Fait que ça, c'est un outil qui est bien pratique pour les résidents, mais qui peut être aussi vraiment pratique pour les équipes, parce qu'on sait que, par exemple, aujourd'hui, OK, c'est la journée du tricot, bon, je ne suis pas trop impliquée, mais je sais qu'il va falloir que j'amène les résidents dans telle salle ou dans telle salle. Ensuite, ce calendrier-là, ben, moi, je le faisais de façon aussi virtuelle afin de pouvoir l'envoyer aux membres de l'équipe, l'envoyer à mon gestionnaire pour qu'ils suivent qu'est-ce qui se passe sur les étages, mais aussi l'envoyer aux familles.
Donc, il est possible de mettre toutes sortes de choses en place. Là, par exemple, une infolette dans laquelle on peut mettre le calendrier. Puis, on prend cette opportunité-là, une fois par mois, quand on envoie le calendrier, de communiquer d'autres nouvelles aux familles, de mettre des photos du mois passé, de souligner les anniversaires. Je fais un petit clin d'œil à France qui a repris le projet. Mais c'est quelque chose qui est comme vraiment apprécié des familles, en fait, parce que ça leur permet de suivre ce qui se passe dans le CHSLD, d'enlever une petite culpabilité aussi, de faire comme « Ah, je suis pas là aujourd'hui ». Mais je sais que, par exemple, ma mère va aller à la messe, fait qu'elle va sortir de sa chambre, tu sais. Fait que ça peut amener beaucoup quelque chose de vraiment rassurant pour les familles. Puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que certaines familles l'impriment, l'amènent dans la chambre du résident, puis prennent un petit moment avec leur mère, leur père, leur tante, leur oncle, pour choisir les activités dans le mois qu'ils allaient faire, pour les encercler. Puis eux-mêmes, en tant que proches aidants, choisir les activités auxquelles ils vont venir participer et accompagner leur aîné. Donc, c'est vraiment important la diffusion aussi de l'activité. Hein? C'est pas quelque chose qu'il faut garder juste dans notre tête, il faut passer le mot. Donc, par la suite, si on revient encore, c'est mon exemple du restaurant, on va l'utiliser là, beaucoup, mais c'est d'évaluer les risques. Donc là, est-ce qu'il y a des risques d'allergie, etc. Donc, c'est important. Quand on a évalué nos risques et qu'on s'est rendu compte qu'ils sont assez minimes, on peut vraiment mettre de l'avant notre activité. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire un avant-projet. On va vous tester tout à l'heure. On va vous en faire un là, à la fin de la conférence, une petite activité pour vous. Donc, on va faire un avant-projet. Cet avant-projet-là va permettre de mettre sur papier, sur écrit, tout ce qu'on a dit un peu plus tôt. Donc, évaluer nos ressources, le besoin de la clientèle aussi, le réécrire des fois, de se dire peut-être qu'en cours de route, on s'est éloigné de notre besoin primaire, puis finalement, on n'est plus pas en tout en train de répondre à notre besoin. Donc, de là, de l'inscrire, de l'indiquer, on est sûr qu'on a gardé le bon fil conducteur tout au long du processus. Donc, on identifie les besoins, les personnes partenaires concernées aussi, on peut après ça leur remettre l'avant-projet, donc comme je dis, sur les étages, de le diffuser comme ça, tout le monde est au courant, tout le monde est au diapason, et il y a la même vision commune de cette activité-là. Si on a besoin de bénévoles aussi, on va pouvoir leur remettre cet avant-projet-là pour qu'eux autres aussi soient à la même page. On va aussi identifier nos 3 ressources pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pépins là, la journée de l'activité, le jour J. Puis on va mettre un petit peu le descriptif de l'activité là, pour s'assurer qu'on a tous, encore une fois, la même vision. Puis suite à l'activité, toujours bien important, on a tendance peut-être à passer vite là-dessus, mais faire un récapitulatif de l'activité, un post-mortem, voir les bons coups, voir les petits pépins qu'on a eus, qu'est-ce qu'on pourrait rectifier pour la prochaine fois. Donc, c'est très important de faire un bilan, là, puis ça va juste aider les prochaines activités, aider la prochaine personne qui va vouloir faire une activité dans ce genre-là, va pouvoir se fier à ça, puis va être sûr de ne pas répéter les mêmes erreurs ou les mêmes petits soucis qu'on a eus. Donc, des exemples concrets d'activités, il y en a plusieurs. On vous en a juste mis une petite partie, là, mais il y en a une infinie de possibilités d'activités. Je vais vous parler d'un petit peu de l'activité intergénérationnelle parce que c'est là-dedans là, que je travaille. Là. D'ailleurs, je vais avoir un kiosque tantôt sur l'heure du dîner. S'il y en a qui veulent venir me voir, là, on a des beaux projets qui s'en viennent pour la Côte-Nord. Donc, les activités intergénérationnelles, c'est super gagnant, puis c'est pour tout le monde. Autant pour les aînés, on parle beaucoup des aînés, mais en intergénérationnel, c'est gagnant aussi pour les jeunes. Les jeunes trouvent ça cocasse, des fois, de se faire demander à 17 ans, « T'es-tu marié? As-tu des enfants? Dis où ton père? » Fait que c'est toutes des questions de même que les jeunes... Il y en a qui rient parce qu'ils savent très bien ces questions-là, ils les ont entendues. Donc, les jeunes trouvent ça le fun aussi d'être en contact puis de découvrir cette clientèle-là. Donc, c'est aussi enrichissant pour les aînés de voir, OK, justement, t'es pas accompagné de ton père, tu fais quoi? Donc, c'est vraiment enrichissant pour tout le monde, autant pour les aînés que pour les jeunes. Il ne faut pas oublier aussi l'implication de la famille. Hein. Ça peut être vraiment intéressant de monter des projets avec des familles. On voit souvent là, dans les CHSLD, il y a des membres de la famille qui jouent d'un instrument de musique puis qui viennent jouer dans le CHSLD. Ça peut être organisé en avance, mais ça peut être aussi de façon spontanée. Puis on peut aussi impliquer les familles d'une autre façon aussi, les impliquer comme bénévoles pour nous aider à mettre en place des activités, donc pour pousser les fauteuils roulants, accompagner les aînés dans leur pratique de loisirs. Donc, il ne faut surtout pas les oublier. Ensuite, on a catégorisé là, des exemples de projets. Donc, on a les petits projets qui sont plutôt faciles à mettre en place et qui ne demandent pas énormément d'organisation. On a les projets ponctuels, puis on a aussi les projets de grande envergure. Donc là, rapidement, là, on a mis une petite liste là, de collations spéciales, l'heure du thé pour favoriser les échanges entre les résidents, jeux de ballon pour faire du sport, de la musique pour stimuler l'intellectuel puis vivre des émotions. Prendre une marche à l'extérieur, il faut profiter des journées de beau temps. Là, je sais que les aînés sont parfois un peu frileux, fait que quand il fait beau, il faut sortir dehors. Le salon de beauté,
on est tous un petit peu coquets, on va arrêter de se mentir. Là. Ça nous fait toujours du bien de se mettre un petit rouge à lèvres. Bien, c'est la même chose pour nos aînés. Puis de la cuisine, on pense à nos mères, là, puis à nos grands-mères qui faisaient beaucoup, beaucoup à manger pour leurs 10 enfants. Eux autres, après ça, ils arrivent en CHSLD puis ils cuisinent plus. C'est tellement une grosse perte pour certaines aînées. Fait que c'est important de ramener ce type d'activité-là dans les milieux, puis la peinture pour s'exprimer. Donc, on sait aussi que dans le loisir, ce qui est important, c'est les habitudes. Si on pense à Noël, c'est une fête qui est importante à célébrer. Pourquoi? Parce que même si l'aîné ne se souvient plus là, de sa famille, ne reconnaît plus ses proches, mais il va reconnaître la musique des fêtes, il va reconnaître là, un arbre, un sapin de Noël, il va reconnaître tout ça. Donc ça, c'est important de ne pas perdre ça, de garder ces habitudes-là pour les fêtes ponctuelles comme l'Halloween, la Saint-Valentin, Pâques, Noël. Donc, toutes ces activités-là sont importantes à célébrer, donc il ne faut pas les oublier. On peut aussi penser, comme on a dit, les musiciens, c'est toujours bien apprécié, de la bonne musique, là, c'est toujours bienvenu. Les sorties, de la zoothérapie, de l'art-thérapie, tous les gens aussi qui peuvent venir faire des prestations là, à l'intérieur du CHSLD, c'est bienvenu, comme le yoga, des artistes peintres, des musiciens qui vont venir de façon ponctuelle. D'autres exemples, des projets d'envergure. Ça, la mise en place de projets d'envergure comme ça, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus de collaboration entre les équipes, ça prend un grand soutien des gestionnaires, mais une fois qu'on les met en place, il y a vraiment quelque chose de spécial et des moments vraiment spéciaux qui vont se créer avec les résidents. On pense ici là, à une sortie en bateau, que j'avais essayé de mettre en place au CHSLD de Haut-Saint-Pierre, mais que la température n'était pas d'accord avec moi, fait qu'on n'a pas pu le faire. Mais c'est quand même un gros projet qui se planifie sur toute l'année, qui nécessite la collaboration des équipes, des familles, des gestionnaires. Gabriel m'avait parlé aussi d'une activité de pêche qui avait déjà été faite dans un CHSLD. Ils ont amené des poissons vivants. Ils ont mis dans une piscine. Puis les résidents ont pu pêcher comme des vrais poissons, là, pas des poissons en plastique. Donc ça, c'est vraiment cool, mais ça se prévoit beaucoup d'avance puis ça nécessite beaucoup de ressources et d'énergie des équipes. Fait que c'est sûr qu'on peut en faire parfois un petit peu moins des projets comme ça, mais ça se planifie d'avance puis ça vaut vraiment la peine. On pense aussi aux sorties touristiques. Il faut prévoir les déplacements, réserver le musée, préparer des collations. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus d'envergure, mais ça vaut la peine. On avait entre autres fait des sorties à l'église. On était allé au musée Maison de la culture Innu, qu'on était déjà allé avec les résidents. C'est des exemples comme ça, mais il faut maximiser en fait les ressources qu'on a dans la région puis sortir nos résidents de nos 4 murs du CHSLD. On pense aussi, là, j'avais indiqué la chambre Snowsland, des pièces sensorielles. Hein, ça prend du temps à mettre en place en termes matériels, mais une fois que c'est installé, c'est tellement le fun à utiliser ce type de pièces-là. Puis ça apporte tellement aux résidents que ça vaut la peine de s'investir à long terme pour faire des projets comme ça. Maintenant, je vais céder la parole à Nancy, qui va pouvoir continuer avec vous là, la fin du processus du chemin en fait, que l'aîné fait au CHSLD. Ça ne sera pas bien long. OK. Dimitri parlait tantôt d'une continuité de processus. C'est sûr que quand on est en CHSLD, à un moment donné, on arrive avec une fin de processus. On parle de soins. La fin du processus, l'accompagnement en fin de vie et les soins palliatifs. On fait beaucoup pour nos résidents actuellement qui sont en soins palliatifs dans nos milieux. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'on s'est beaucoup encore axé sur les soins. On s'assure que le résident est bien, qu'il est bien lavé, qu'on le tourne régulièrement pour pas qu'il y ait de plaies. On s'assure aussi qu'il n'y ait pas de douleur. On parle avec les familles, on leur explique qu'est-ce qui se passe, on leur dit où on s'en va. Tout ça est encore basé sur les soins. Ce qu'il va falloir essayer de développer avec la nouvelle philosophie, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin, d'impliquer le psychosocial excusez, par le travailleur social ou l'éducateur spécialisé, voir l'histoire de vie qu'on parle depuis tantôt et s'en inspirer pour aller un petit peu plus loin. Exemple, demander à la famille qu'est-ce que le résident pourrait aimer dans ses derniers moments de la vie. Peut-être qu'on aurait quelqu'un qui dirait « Ah, ben moi, la famille disait « Ah, cette personne-là, elle aimait beaucoup les massages. » Bien, on a des massothérapeutes qui font des massages en fin de vie. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Il y a aussi
la personne qui est en fin de vie aime les chiens, pourquoi elle ne pourrait pas avoir la visite d'un chien qui vienne le voir dans ses derniers moments? Aussi, si la personne aime la musique, on pourrait peut-être demander à la famille, si c'est une famille de musiciens, de venir peut-être une petite demi-heure jouer un peu de musique pour le résident. Fait que quand on parle de fin de vie, comme je vous dis, il faut vraiment aller plus loin avec la nouvelle philosophie, puis essayer d'aller un petit peu plus loin que juste le soin physique qu'on donne aux résidents. On a terminé de faire le tour du processus. Moi, de mon côté, aujourd'hui, je voulais essayer d'aller plus loin pour voir comment on peut intégrer la nouvelle philosophie qu'on a entendu parler si bien dans la première conférence. Puis je dois vous parler d'approche SCPD. C'est quoi l'approche SCPD? SCPD, c'est le symptôme comportementaux et psychologiques de la démence. En d'autres mots, c'est les troubles de comportement qu'on retrouve dans nos milieux. L'errance, les gens qui sont agressifs physiquement, qui peuvent crier, qui peuvent toujours se déshabiller. Je suis sûre que vous avez plusieurs idées en tête. Pourquoi les gens ont des SCPD, dans le fond? C'est que souvent, c'est un besoin qui est non comblé. Quand on a une personne qui a un trouble de comportement, il faut aller voir d'où vient cette problématique-là. La personne peut avoir faim, elle peut avoir soif, elle peut avoir de la douleur, elle peut s'ennuyer, elle peut avoir le goût de bouger. On dit que 50% du temps, une personne qui est atteinte de démence ne fait rien de sa journée, à part recevoir les soins que nous, on lui prodigue. Savez-vous aussi combien de temps on consacre à une personne qui ne bouge plus, qui ne parle plus? Combien de temps dans la journée on lui consacre du temps à cette personne-là? 10 à 15 minutes par jour. Ces 10 à 15 minutes par jour qu'on lui consacre, c'est quand on fait un soin, c'est quand on l'alimente. En dehors de ça, la personne est là, puis elle ne fait rien. Puis quand je vous dis qu'on lui donne des soins, quand c'est difficile de parler à une personne qui ne parle pas, qui ne nous répond pas. C'est vraiment difficile. C'est beaucoup plus facile quand on travaille à deux parce que la personne a besoin d'être mobilisée à deux. C'est beaucoup plus facile de parler avec son collègue que de parler à la personne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire beaucoup, beaucoup attention. Je pourrais vous parler des SCPD puis de l'approche à avoir pendant toute l'après-midi, toute la journée, mais il y a d'autres conférences importantes. Donc, ce que je vous dis, c'est que c'est important que tout le monde qui travaille dans les milieux d'hébergement ait cette formation-là pour être capable de savoir comment réagir, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut prévenir les troubles de comportement et comment on peut s'aider pour essayer qu'il y ait moins de troubles de comportement et que quand ils apparaissent, on soit en mesure de trouver les solutions pour diminuer ces troubles de comportement-là. Dans nos deux milieux, à Bécomo, j'ai donné 12 formations de 4 heures pour tous les employés de l'établissement. On parle des préposés, des infirmières auxiliaires, des gens sur l'entretien ménager, des gens de la cuisine. Tous ces gens-là ont été formés SCPD et approche de base. Pourquoi c'est important que tout le monde soit formé? Bien, c'est pour permettre justement à tout le monde de fonctionner de la même façon et d'être capable de se dire « Ah oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » puis de trouver tout ensemble des solutions quand on a un problème de comportement. Quand que je parle d'approche de base, en fait, l'approche de base, c'est tout simple. Ça devrait être fait avec tous les résidents. Je vous donne quelques pistes. On n'ira pas plus loin parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais une approche de base, c'est avoir un contact visuel avec la personne, s'adresser à elle quand on fait un soin, cogner avant d'entrer dans une chambre, être attentif aux besoins du résident. C'est toutes des choses qui c'est important et l'approche de base est essentielle pour toutes les personnes qui travaillent en hébergement. Je vais vous donner quelques exemples. Ce matin, Annick nous disait qu'il fallait prendre le temps avec le résident. Des fois, on se dit, on n'a pas de temps, on en manque de temps, tout ça. J'ai quelques exemples à vous donner qui ne demandent pas vraiment beaucoup plus de temps. Une dame qui est assise au salon, elle a un coussin sensoriel. Chaque fois qu'elle se lève,
un préposé s'approche pour lui dire « Non, non, madame Tremblay, il faut s'asseoir, vous êtes à risque de chute. » Et il repart faire son travail. La dame se relève encore, le coussin sensoriel sonne encore une fois. Qu'est-ce qu'on fait? On va la voir, on lui dit « Madame, il faut s'asseoir, vous risquez de tomber. » 3 ou 4 fois, on est allé rasseoir la dame. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui dise « Venez, on va aller prendre une marche. » La personne l'a accompagnée dans le corridor, fait un bout. La personne âgée, elle dit « Ah, ben là, je suis fatiguée, j'aimerais ça aller m'asseoir. » On le ramenait à sa chaise et la dame ne s'est pas levée pendant 1 heure après. Fait que moi, je dis, c'est pas plus long d'emmener la personne prendre une petite marche plutôt que d'être obligé de revenir 4 fois la rasseoir, cette personne-là. Fait que, tu sais, on dit qu'on manque de temps, mais il y a des petites choses dans le quotidien qu'on peut faire qui ne demandent pas plus de temps. Il faut juste penser différemment puis essayer de trouver les bonnes choses. Je vous donne un dernier exemple. À l'heure du repas, une madame qui se levait beaucoup, elle se levait, elle arrêtait de manger, elle se levait. Le personnel venait la rasseoir en lui disant « Madame, c'est l'heure de manger. » On rassoyait la madame. Après 3 fois, la madame a commencé à vouloir frapper sur sa table, commençait à être agressive. Il y a une infirmière auxiliaire qui est arrivée qui lui a dit « Pourquoi vous vous levez? » La madame a dit « J'ai envie. » Fait que l'infirmière auxiliaire l'a juste emmenée à la toilette. Puis après, la madame, elle s'est assise et elle a continué à manger. Fait que ce qui est important, c'est de ne pas se centrer sur la tâche qu'on a à faire, mais de se centrer sur le besoin du résident. Si le résident a envie, il va manger s'il est à la toilette. Fait qu'il faut vraiment toujours se centrer sur les besoins des résidents. Et maintenant, quoi travailler pour améliorer la qualité de vie de nos résidents? Dimitri en a parlé tantôt, quand on parle de travailler en équipe, travailler tout en équipe, puis de faire confiance aux différents intervenants qui sont autour de nous. C'est super important. Et d'impliquer les familles, les proches aidants dans le milieu de vie. Judith, Gabriel en ont parlé tantôt. Plus les familles, on va leur demander de s'impliquer, plus ils vont s'impliquer. Il y a des fois des familles qui ne veulent pas venir visiter leurs parents parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec eux, ils ne savent pas trop comment agir quand la personne a des troubles cognitifs. Fait que si on les accompagne, on leur donne des outils et qu'on les forme et qu'on leur donne l'information, ça va être beaucoup plus facile pour eux. Dans le quotidien aussi, c'est important de travailler en équipe. Je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus parce qu'Annick nous parlait un matin du 24 heures. On travaille 24 heures avec nos résidents. Fait qu'il faut essayer d'arrêter d'être à la course pour OK, le chariot de médicaments, le chariot de nourriture s'en va, il faut qu'on se dépêche à faire manger tous les résidents. Il faut y aller dans une globalité de 24 heures. OK. Par rapport aux familles, quand je disais tantôt aussi, il va être important de revoir nos plans d'intervention et d'essayer d'intégrer la partie projet de vie dans nos plans d'intervention pour justement essayer de trouver qu'est-ce que Dimitri disait tantôt avec l'histoire de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des soins qu'on donne aux résidents? Donc, c'est une partie qu'on va devoir ajouter dans nos prochains plans d'intervention. Un milieu de vie animé, c'est la responsabilité de tout le monde. On a des gens qui font ces techniciens en loisirs qui font des activités dans nos milieux. Par contre, ça ne peut pas reposer sur une personne pour 48 résidents. Il faut que tout le monde s'implique. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai vus dans nos milieux. Une famille qui vient faire de la musique, comme vous le disiez tantôt. Un fils qui arrive avec des cartes dans le salon, qui prend 2-3 résidents et qui fait jouer les résidents aux cartes en présentant avec un gros paquet de cartes des chiffres en disant c'est quel qui est le plus gros, c'est quoi, c'est-tu du pic, c'était du cœur, du carreau. Fait que les familles, une personne venait faire ça, puis les résidents attendaient la venue de cette personne-là. On avait un monsieur également qui venait jouer de la musique à bouche 10 minutes avant le repas. Il arrivait au CHSLD, il s'installait, il jouait de la musique à bouche, les résidents tapaient du pied. Et quand le repas arrivait, il arrêtait. Bien, ce monsieur-là, il venait 2 à 3 fois semaine.
Puis quand son père est décédé, il a continué à venir pendant 1 an comme bénévole, à continuer à faire ce qu'il faisait, puis les résidents l'appréciaient toujours. Quand je vous disais c'est l'affaire de tous, j'ai vu aussi des employés qui se disaient « Ah, demain c'est Noël, on s'habille tout en pyjama, on fait un dîner spécial de Noël avec les résidents. » Ça ne demande pas d'organisation, on n'a pas besoin de la personne au loisir, on peut le faire, l'équipe peut le faire. Il y a d'autres exemples aussi mettons, une personne qui décide de s'asseoir avec les résidents et qui décide de faire un jeu avec un ballon ou n'importe quoi. C'est des activités qu'on peut faire facilement quand on a 5 ou 10 minutes. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être imaginatif puis toujours trouver des nouvelles idées et surtout avoir le réflexe, quand on est une infirmière auxiliaire ou toute autre personne, on a 5 minutes, on le consacre aux résidents en faisant une petite activité qui n'est pas compliquée et qui peut se faire facilement. Là, je vois qu'on manque un petit peu de temps. Je ne sais pas si on va... je vais vous laisser la parole à Judith, qui va vous expliquer un petit peu l'activité qu'on veut faire, puis au pire aller, on rétrécira un petit peu le temps de... En fait, on ne serait pas des techniciens en loisirs si on ne vous mettait pas dans l'action. Donc, on va prendre un petit, je ne sais pas, 6 minutes, 7 minutes pour créer ensemble... 8 minutes? 8 minutes. OK, on est gros dur. Dans le fond, aujourd'hui, on est quoi? À peu près une trentaine de tables. Donc, ensemble, en 8 minutes, on va créer 30 projets aujourd'hui qu'on va, suite à la conférence, vous renvoyer chacun et chacune dans vos boîtes courriel. Comme ça, vous allez tous pouvoir rentrer chez vous, rentrer dans vos CHSLD, puis vous allez déjà partir avec 30 nouvelles idées de projets d'activités à faire avec vos aînés. Donc là, je vais juste on vous donne des petites contraintes. En fait, il faut mettre en place une activité qui va répondre aux besoins de Mme Imbeau. Mme Imbeau, elle vient juste d'arriver au CHSLD de Sept-Îles. Elle a beaucoup d'appréhension et elle a un peu peur d'avoir de la difficulté à s'intégrer. Elle a une sœur au même CHSLD, mais pas sur le même étage. Mme Imbeau utilise un déambulateur pour se déplacer. Par contre, elle a une petite tendance à l'oublier à droite et à gauche. Dans son histoire de vie, on voit que c'est une ancienne enseignante, qu'elle adore jouer aux cartes. Elle est très impliquée dans sa paroisse. Elle allait danser tous les dimanches avec son mari, qui est maintenant décédé depuis 7 ans. Et son repas préféré, c'est le ragoût d'orignal. Donc, je vais laisser Gabrielle vous donner des petites consignes, puis après ça, on vous met dans l'action. Donc, vous allez voir sur vos tables, vous avez tous un petit document avec un code QR là, que vous pouvez scanner. Vous pouvez en scanner un par table, puis c'est ça, dans le fond, vous allez le remplir. Vous allez devoir avoir des discussions avec vos collègues de table pour remplir un avant-projet. Donc, l'avant-projet, c'est ce qu'on a vu tantôt. C'est ce qui sert à déterminer le besoin, le type d'activité, les personnes concernées, nos 3 ressources. Donc, tout ça, c'est dans le petit formulaire. C'est un document, comme je dis, qui va vous être envoyé aussi par la fin de tout le monde qui va l'avoir fait, tout le monde va recevoir là, par courriel les réponses des autres. Donc, en scannant, vous allez avoir un petit formulaire. Vous pouvez remplir ça. Nous, on va avoir les réponses aussi en avant. Puis, suite à ça, s'il y en a qui veulent nous partager, s'il y en a qui ont eu l'idée du siècle pour Mme Imbeau, vous allez pouvoir prendre la parole. Bien, on va voir si on a le temps, là. Mais s'il y a une table, peut-être, là, qui a l'idée du siècle, elle va pouvoir prendre la parole pour nous expliquer, là, c'est à quelle idée d'activité qu'elle a pensé pour Mme Imbeau. On vous laisse dans l'action. Nous, on reste disponible. On va circuler dans la salle. Vous avez 6 minutes 30. Parfait, ça. Toss it in the trash, toss it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for you. Throw my head on a blade for you. I'd jump in front of a train for you. You know I'd do anything for you. Oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. No, you won't do the same. You wouldn't do
You never do the same. But still I catch a grenade for you. Throw my head on a blade for you. I jump in front of the train for you. You know I'd do anything. But darling, I still catch a grenade for you. Throw my head on a blade for you. I jump in front of the train for you. You know I'd do anything. Oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. No, you won't do the same. You wouldn't do the same. Oh, you never do the same. No, 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 no. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. They might say, I might say, she shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me. If I told you you were beautiful, would you take me on a regular until I heard you? Baby, I've been around the world, but I ain't seen myself in every There's just one thing that I need from you. There are beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasting. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Nothing on you. If I told you and made you sound of every word that you do, wouldn't make you wanna change your scene. And wanna be the one on my seat, telling you what's so wrong with you anyway. 'Cause girl, I've never been your share, baby. This really represents my heart and everything that you Just there are beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasting. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Nothing on you. Here we go. Come with me. There's a take my hand, close your eyes. Will you
T'as sauté beaucoup de choses, toi, hein? C'est parce que là, c'est... On ne vous a pas donné beaucoup de temps. Malheureusement, on va être obligé de ralentir un peu. Mais si vous voulez continuer un petit peu durant la journée, le code QR va rester ouvert. Et si ça vous tente d'ajouter quelques petites idées, et quand on recevra comme Judith vous le disait, quand on va recevoir les projets que vous nous avez envoyés, on s'assurera de les envoyer aux gens. C'est ça que tu avais dit, Judith? Oui. OK. Donc, en conclusion de notre conférence, avant le dîner, je vous dirais, nos CHSLD, en général, sont beaucoup axés sur les soins. Il va falloir, avec la nouvelle philosophie, développer davantage le côté milieu de vie, le côté psychosocial dans nos milieux d'hébergement. N'oubliez pas la photo qu'Annick vous a dit de mettre dans votre poche ce matin. C'est pour eux qu'on le fait. Il ne faut pas l'oublier. Puis pour y arriver, il faut l'implication de tout le monde. On a eu l'implication de la direction ce matin. Donc maintenant, c'est à notre tour de s'impliquer également. Ce serait intéressant que tout le monde parte d'ici aujourd'hui en disant « Moi, je m'engage pour que les résidents aient une meilleure qualité de vie. » Donc moi, personnellement, je m'engage. J'espère que vous allez le faire vous aussi. J'aimerais juste prendre le temps de remercier, puis je pense qu'on le fait jamais assez. J'aimerais vraiment remercier toutes les préposés aux bénéficiaires qui s'acharnent vraiment au travail, les infirmiers, ergo, physio, vraiment toutes les équipes qui sont là pour les résidents vraiment à chaque jour. Merci pour tout le travail que vous fournissez et bonne journée à vous. Pour moi, ça, c'est juste un wow. Ça, c'est une graine qui a été semée un jour au Haine à l'abri, qui prend vraiment beaucoup de place. Donc, vous quatre, je vous remercie beaucoup pour votre conférence. Et l'importance du psychosocial, la santé, c'est pas juste physique. Je vais laisser place à Mme Bacon pour une petite lecture et ensuite, je vous donne les informations pour le dîner. Je vais vous lire un court poème, mais tout ça se passait dans le temps du nomadisme. Tu sais, dans le temps du nomadisme, il était très important, quand on montait dans le Notmut, avoir des aînés avec nous. C'était presque une honte quand tu faisais partie d'un groupe et les aînés n'étaient pas là. Parce que les aînés, c'était nos bibliothèques, nos enseignants. C'était l'histoire qu'ils nous racontaient. C'est eux qui racontaient la création du monde quand tu t'endormais le soir. Alors, et puis parfois, là, ils étaient tellement vieux, tu sais, quand on montait dans le bois, on les portait sur notre dos. Alors, je me suis inspirée d'un récit que les vieux me racontaient, à quel point le respect est important pour les personnes âgées. Alors, c'est un court poème. O tapanas, petit noko kunarkwa, pohagan, nagatueltam kotuanu. Nu yo homo nuka, ntuan nipkobelu. Un traîneau tire mes perches. Le champignon veille le feu. Je porte ma grand-mère sur le dos. Mes genoux ploient, sautant de sagesse. Bon appétit. Merci beaucoup, Mme Bacon, encore une fois. Donc, pour le dîner, vous trouverez derrière votre petite cocarde le choix de repas que vous avez fait à votre inscription. Parce que je suis sûre que si je lève la main et je demande aux gens de lever la main, vous rappelez-vous ce que vous allez manger? Un tiers, deux tiers? Donc, comment on va fonctionner pour pas que tout le monde se lève en même temps?
Il y a les tables qui sont installées à la même place que la collation. Donc, je vais nommer des tables. J'en nomme 2 à la fois. La première, elle y va. La deuxième, elle y va en préparation. On va faire ça assez rapidement. Tout est prêt là-bas. Fait que pendant ce temps-là, profitez du temps pour jaser avec les gens à côté de vous. Regardez l'image au centre de votre table, puis réfléchir. J'inviterai la table 27, s'il vous plaît, à aller chercher les repas en premier. OK. Ouais. Oui. Table 2 en préparation. You excel at being free. Can't you find a little room?